Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. C'est finalement au cimetière des héros de la nation que Robert Mugabe va reposer pour l'éternité. La justice a ordonné l'exhumation du corps de l'ancien président 2 ans après sa mort. En Afrique du Sud, Jacob Zuma a été libéré le 5 septembre pour raison médicale. L'opposition ne décolère pas et dénonce une décision politique. Et puis dans cette édition, nous parlerons de la transition au Mali. Les élections ne sont pas une priorité, selon le Premier ministre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au Mali, le Premier ministre de transition, Choguel Maïga, a rencontré les diplomates accrédités à Bamako. Il leur a présenté l'état de la nation et leur a demandé d'aider son pays dans cette période. Choguel Maïga a également abordé la suite du processus et ses priorités. Devant les diplomates étrangers, le Premier ministre malien Choguel Maïga a clairement indiqué que la priorité de son gouvernement est d'abord l'organisation des assises nationales. Ces rencontres vont commencer à la base pendant quelques semaines avant une grande réunion de toutes les forces vives de la nation à Bamako. Il ne faut pas d'une transition bâclée, a-t-il notamment déclaré lors de la rencontre. Il a ensuite, sans trop de précision, donné la suite de son plan. Après les assises nationales annoncées, il y a des réformes à mener et il faut les inscrire dans le marbre, a-t-il indiqué. C'est seulement après ces étapes que les élections auront lieu et pas de date pour le moment. Si les élections étaient maintenues fin février 2022, on voit mal comment elles peuvent se tenir puisque le processus n'a pas été lancé afin de respecter les préalables, les actes nécessaires à poser pour respecter la loi. Comment le Premier ministre malien arrivera-t-il à convaincre la classe politique? En effet, des partis politiques et parmi eux, 2 poids lourds ont déjà annoncé qu'ils ne participeront pas aux assises nationales, estimant que la priorité pour l'équipe de la transition est l'organisation des élections fin février 2022, comme prévu. Le président nigérien Mohamed Bazoum assure que le rapport de force a changé en faveur de l'armée face au groupe djihadiste. C'était lors d'une visite dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays, particulièrement touchée par des attaques ces derniers mois. Le rapport de force a considérablement changé et vous aurez constaté que l'ennemi a changé de mode opératoire, a déclaré le président Bazoum lors d'une rencontre avec des militaires déployés dans la région. Il s'agit de la première visite de Bazoum depuis son élection fin février dans la région de Tillabéri, théâtre depuis des années d'actions sanglantes de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique, commises contre des civils et des militaires. Partout, ils s'en prennent aux paysans qui sont dans les champs des villages les plus éloignés, les plus excentrés, où ils savent qu'ils n'ont aucune chance de rencontrer nos forces. Human Rights Watch avait estimé en août que plus de 420 civils avaient été tués depuis le début de l'année dans l'ouest du Niger. Depuis le début de la saison des pluies en juin, les attaques visent surtout des civils travaillant dans des champs. Nous n'avons aucun doute quant à l'issue de cette bataille. Nous en avons gagné une partie. Nous la gagnerons en totalité, a déclaré Bazoum, reconnaissant que depuis 2015, la situation dans la région n'a eu de cesse de se dégrader. Bazoum doit se rendre ce samedi dans la zone d'Anzourou, un peu plus au nord du Niger, où de nombreux civils ont été tués depuis 2020. Le président de la commission de la CEDEAO a annoncé qu'il a échangé avec le président Alpha Condé à la fin d'une visite d'une délégation de l'organisation à Conakry. C'est suite au coup d'état militaire du colonel Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Il a promis rendre compte au chef d'État.
La CEDEAO avait condamné le même jour le putsch mené dimanche par le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, contre Alpha Condé, âgé de 83 ans, exigeant sa libération et le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays riche en ressources minières, notamment le bauxite. La délégation de l'organisation sous-régionale, composée des ministres des Affaires étrangères de 4 pays et du président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibro, est arrivée en fin de matinée à l'aéroport de Conakry à bord d'un avion de la République du Ghana qui assure la présidence tournante de l'organisation régionale. Son arrivée a coïncidé avec l'annonce par l'Union africaine de la suspension de la Guinée de ses instances, comme l'avait déjà fait la CEDEAO mercredi lors d'un sommet par visioconférence. Les dirigeants ouest-africains ont exigé le respect de l'intégrité physique du président Alpha Condé, sa libération immédiate ainsi que le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Aucune sanction économique n'a été évoquée. La ministre ghanéenne est accompagnée outre du président de la commission de ses homologues nigériens, burkinabés et togolais. La CEDEAO se retrouve dans une situation comparable à celle qu'elle a connue lors d'un putsch similaire au Mali voisin en août 2020. Elle avait alors pris des sanctions essentiellement économiques et suspendu le pays de l'organisation avant de les lever. À la Cour pénale internationale, Charles Blé Goudé a réclamé plus de 800 000 € de compensation pour les années passées à La Haye avant son acquittement. Dans une requête déposée jeudi sur le bureau des juges, il a demandé des réparations pour une erreur judiciaire grave et manifeste. L'ex-ministre ivoirien longtemps co-accusé avec Laurent Gbagbo de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, comme suite à l'élection de novembre 2010, a réclamé à la CPI 800 000 € de compensation pour ses années de prison. Charles Blé Goudé a été définitivement acquitté en mars dernier. Dans une requête déposée ce jeudi sur le bureau des juges, il a demandé des réparations pour erreurs judiciaires graves et manifestes. Ce n'est pas la première fois qu'un acquitté réclame des compensations, mais aucun n'a jusqu'ici réussi à prouver qu'ils avaient été victimes d'une erreur judiciaire grave et manifeste. Charles Blé Goudé s'appuie, lui, sur l'acquittement prononcé en sa faveur et celle de Laurent Gbagbo. Les magistrats soulignaient alors l'extrême faiblesse de l'accusation et critiquaient ses méthodes. S'il parvient à convaincre, l'ex-chef des jeunes patriotes demande 100 € de compensation pour chacune des 1778 journées passées en prison et 100 € pour chaque jour écoulé depuis sa libération le 1er février 2019. Car Charles Blé Goudé n'est toujours pas libre de rejoindre la Côte d'Ivoire, faute d'avoir obtenu l'aval du gouvernement ivoirien. À cette somme, ses avocats ajoutent une compensation pour le préjudice personnel et professionnel. Il souligne notamment que ces années de prison ont entravé sa carrière politique. Au total, Charles Blé Goudé réclame donc 819 300 €. Une somme dont il promet de léguer une partie aux victimes des violences post-électorales de 2010-2011. En ce qui le concerne, l'ancien président Laurent Gbagbo ne souhaite pas enclencher une telle procédure. Au Zimbabwe, la justice a autorisé ce vendredi, je le disais en titre, l'exhumation du corps de l'ancien président Robert Mugabe pour qu'il soit de nouveau enterré dans un panthéon à Harare 2 ans après sa mort. Cette décision est le résultat d'une longue bataille entre les autorités et la famille sur le lieu de sépulture. Reportage. Un tribunal a donné pouvoir à ceux qui en ont l'autorité d'exhumer de Kutama les restes de feu Robert Mugabe et de les enterrer à nouveau au Panthéon national des héros à Harare. Mais cette décision peut encore faire l'objet d'un appel. Président du Zimbabwe pendant 37 ans, Robert Mugabe repose actuellement dans la cour de sa propriété, dans son village natal de Kutama, dans le nord-ouest, à une centaine de kilomètres de la capitale. Il est mort le 6 septembre 2019 à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il se faisait soigner depuis des années. Pendant les quelques jours qui avaient précédé le rapatriement de son corps et l'enterrement, le sort réservé à sa dépouille avait nourri rumeurs et controverses sur fond de bataille mémorielle. D'un côté, les autorités réclamaient qu'il repose au Panthéon de Harare pour honorer la mémoire de l'ancien chef d'État. De l'autre, la famille souhaitait qu'il soit enterré dans leur village. Ses proches l'avaient finalement emporté et son cercueil avait été inhumé dans sa propriété sous une lourde tombe en béton.
Selon eux, l'ancien président avait déclaré avant sa mort refuser d'être enterré au Panthéon parce qu'il avait été humilié par ceux qui l'avaient poussé à la démission. En mai, la veuve de l'ancien président Grace Mugabe avait été condamnée par un tribunal traditionnel à donner 5 vaches et 2 chèvres pour avoir enterré son mari de manière jugée inappropriée dans la cour de la propriété. En Afrique du Sud, l'opposition a saisi la justice pour renvoyer Jacob Zuma en prison. Incarcéré depuis début juillet pour outrage à la justice, l'ancien chef de l'État a été libéré le dimanche 5 septembre dernier pour raison médicale. La décision finale de libérer Jacob Zuma a été prise par le commissaire national des services pénitentiaires, Arthur Fraser, et ce, contre l'avis de la commission chargée d'examiner la libération conditionnelle. Suite à cette libération de l'ancien président, l'opposition ne décolère pas et dénonce une décision politique. Pour le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, cette libération est illégale et injuste. L'opposition veut donc savoir ce qui a justifié cette décision. Sans plus de précision, les autorités pénitentiaires ont expliqué dans un communiqué que la décision a été prise sur la base d'un rapport médical. En effet, le mois dernier, Jacob Zuma a subi une intervention chirurgicale dont la nature n'a pas été précisée. Mais surtout, le parti l'Alliance démocratique dénonce la relation entre les deux hommes, Jacob Zuma et Arthur Fraser. Ce dernier a été nommé directeur général des services de renseignement par Jacob Zuma lui-même il y a 5 ans. 2 autres partis d'opposition se sont également déclarés contre la libération de l'ancien président, sans pour autant faire appel auprès de la justice. Et une importante organisation de la société civile, la Ellen Suzman Foundation, a donné aux autorités pénitentiaires jusqu'à lundi prochain pour expliquer leur décision ou risquer une nouvelle plainte en justice. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité à Sika TV. If they want to get you, they'll get you.